Ah, alors, mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour ou bonsoir en direct du Studio B, le News Desk. Et re-bienvenue dans l'arène pour un autre épisode de Webinaire Metal avec moi-même, Mike TMG, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout ce qui est heavy metal. Le sujet de cet épisode 19 février 2021, 1991, 2021, 30 ans de gloire, partie 1, hard rock et thrash metal. Alors voilà, ben c'est ça. Alors bienvenue dans mon nouveau studio, mon nouvel environnement, le Terradome, le News Desk. Et puis c'est ça. Alors j'ai travaillé là-dessus depuis plusieurs semaines. Donc depuis le début du webinaire en début octobre finalement. Il y a eu plusieurs émissions sur la musique. Ensuite, il y a eu des invités récemment. Et puis là, il me fallait un nouveau background, un background plus polyvalent. Un background plus polyvalent. Donc, c'est des outils qui me donnent justement accès à avoir plus de place. Ça se bouge. En arrière, il y a un background qui change. Je vais pouvoir mettre un green screen. Je vais pouvoir mettre des posters, mettre des t-shirts. Mais là, pour l'instant, j'ai mon superbe meuble avec, bien sûr, le gun. Hein, oui, bien sûr, le gun et autres jouets qui représentent moi-même. Alors, c'est un plus pour moi et ça a toujours le même bon goût. Alors, ceci dit, aujourd'hui, c'est ça, je vais vous présenter ça, le studio. Ça va être une petite émission, quickie. Et puis, je vais faire un petit survol aussi sur 1991, parce que là, on fête, comme j'ai mentionné, 30 ans de 91, donc plusieurs albums qui sont sortis il y a 30 ans, qui ont été le fun, qui ont été, bien sûr, éclectiques et explosifs. Alors, j'ai toujours ma caméra 2 et j'ai toujours, oui, bien sûr, ma liqueur préférée. Alors, on va trinquer rapidement, vous et moi. Oh yeah! À la voyure. Oh! Quelle satisfaction. C'est le fun d'avoir un bureau parce que tu sais, j'ai de la place pour mes patentes, mes disques, ma liqueur. Là, vous voyez pas, mais j'ai un moniteur ici. J'ai mon moniteur là. Cheers! Cheers, Pete! J'ai mon deuxième ordi qui est mon main qui gère ça. J'ai deux lumières, j'ai une troisième lumière, puis mon fils Igloo, il fait dodo là-bas, sur la chaise. Bref, il y a bien des affaires qui se passent ici au bureau HQ du Webinaire Metal. Alors, ça c'est dit 1991, il y a quelques albums. On va commencer par le hard rock et ensuite finir par le thrash, parce que c'est le même, parce que c'est mon show, c'est moi qui décide. Alors, en 91, on a ici un album, le voyez-vous? Non, mais je vais vous le montrer. C'est l'album de Lee Aaron, Some Girls Do. Alors, la Metal Queen sort, je pense que c'est son 5e. Bref, moi, c'est le premier que j'ai eu. Dans la discographie, je préfère Body Rock, mais lui est un peu plus pop, metal, hard rock. Malheureusement, c'est son dernier parce qu'après ça, il a viré en jazz et en musique soul, ce qui est très bien tel quel. Mais moi, c'est mon deuxième préféré. Après, comme mentionné, l'album Body Rock de 89 avec le hit Sweet Talk. Sexy Lady. Deuxième album hard rock, Dieu. Un des parmi plusieurs dieux. Alors, celui qui a créé la game, Monsieur Vincent Furnier, Alice Cooper, qui est de retour avec l'album Hey Stupid, qui suit la ligne de Trash en 89, donc un hard rock beaucoup plus poli. On voit que c'est quasiment les mêmes tunes. C'est comme s'il avait écrit 20 tunes, puis il y en avait sorti 10 pour Trash, puis 10 autres pour Hey Stupid. Ce qui est plate un peu avec cet album-là, c'est un peu le début de la fin, dans le sens qu'à partir de Trash et ensuite avec Hey Stupid, il n'y avait pas de band. C'était Cooper avec guitariste XYZ. D'ailleurs, sur Hey Stupid, il y a des guests. Il y a Joe Satriani, Nicky Six, Slash et autres qui amènent leur art sur album. Donc ça, c'est sûr que ça vient un peu briser le pattern d'être un groupe. Et aussi, on souligne le hit Feed My Frankenstein qui va apparaître sur le film légendaire Wayne's World l'an prochain. Il y a 30 ans ou 29 ans. En 92. Copain. Ensuite, un petit peu, toujours à la même année, 1991, bien sûr, un de mes groupes préférés. Excusez-moi, un peu glam, beaucoup hard rock par contre. Le deuxième album, Freak Show, le groupe The Bullet Boys. Avant, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est l'album, bien sûr, en version CD.
Et ça, c'est la version Digipack. Et un Digipack super le fun. Quand on ouvre ça, on s'écarte. Ouh, ouh. Alors, on a le groupe ici. Puis là, on a le disque au milieu, hein, avec un œil. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Wow! Alors, ça, c'est un accordéon. Il appelle ça un vidéoscope, OK? Puis là, tu regardes là-dedans, comme ça. Puis là, tu vois un effet 3D. C'est écœurant, hein? Ben, vous le voyez pas, mais moi, je le vois, puis je peux vous dire que c'est écœurant. Fait que, ouais, oh! Bref. Alors, c'est le Digipack Vidéoscope de l'album, du deuxième album, Freak Show, de Bullet Boys, sorti bien sûr en 91, produit par Ted Templeman, le génie en arrière du desk pour les albums de Van Halen. Ça sonne comme une tonne de briques. Moi, j'aime beaucoup ce band parce qu'il est bien sûr très hard, très rock et très hard rock. C'est pas du verse, chorus, verse traditionnel, cut and paste. C'est beaucoup de groove, beaucoup de freestyle. La production est bien sûr écœurante et les leads sont explosifs et surtout le rhythm. Et puis le chanteur Mark Torian, que l'on voit ici en arrière, avec ses trois amis aussi, bien sûr, est un vocal fantastique avec une voix très animalistique, très rauque et très frontman 70s. Alors, Bullet Boys, bon 30 ans pour l'album Freak Show, album numéro 2. Ah, allô, Igloo, bonjour. Un autre disque est sorti en 91 du Texas, de Dallas, je crois. Je me rappelle pas de la ville, j'aurais dû checker, mais j'ai pas checké. Le deuxième album de Dangerous Toys, Hellacious Acres. Je l'avais en cassette, j'ai lancé CD, puis le vinyle coûte trop cher, fait que je l'ai pas. Anyway, tout ça pour dire que c'est un album fantastique à cause que, pourquoi? Ben, je vais vous le dire, le temps que je replace ma caméra comme du monde, attends, c'est comme ça, bouge pas. OK, cool. Ouf! Ben, ça sonne Rhythm and Blues, Heavy Rock, donc ce n'est pas le pattern Sunset Strip de plusieurs bands qu'il y avait, parce qu'on se rappelle que en 88, c'était l'explosion glam. 89, 90, début de la fin. 91, ben, c'est les derniers restants. 92, il en reste encore quelques-uns, mais vraiment 90, 91, c'est malheureusement la fin du glam. Le glam, c'est malheureusement autodétruit, donc ce n'est pas le grunge qui a détruit le glam. Le grunge a seulement ramassé qu'est-ce qui restait et aussi l'ensemble de la scène, bien sûr. Donc le glam, c'est autodétruit. Alors en 91, il y avait certains albums, c'est ceux-là qu'on voit aujourd'hui, qui sont hard rock / glam. Et puis, en 92, il y en a quelques-uns aussi, mais on voit que c'est les derniers hits. All killers, no fillers. Tout comme Dangerous Toys and Hellacious Acres, qui est explosif. All right, là, c'est le temps d'une petite shot. Oh! Cheers, Pete. Ah! À un moment donné, je pourrais même avoir de la nourriture parce que j'ai vraiment une grande table ici. En tout cas, vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois. Puis c'est le fun d'avoir plus de la place. Parce que dans le War Room, le studio A, c'est beaucoup plus compact. Puis, en tout cas, bref. Dangerous Toys! Souvent copié, jamais inégalé. C'est ça? Jamais inégalé, souvent copié. En tout cas, chose. Ce qui nous amène, oui, album numéro 2 du groupe du East Coast, de la région, vas-tu le dire, Chris, du New Jersey. Non, pas Bon Jovi. Le rejeton Skid Row. Après l'explosion de Skid Row, premier album avec You've Gone Wild puis 18 and Live, bien sûr. Ils reviennent avec le deuxième qui s'appelle Slave to the Grind. Ah, là voici, le voilà. Slave to the Grind est très, très, très élevé, même trop élevé pour être du glam hard rock. Donc, c'est vraiment du extrême hard rock. Ils font partie de cette petite vague-là avec Extreme, Saigon Kick et quelques autres aussi, qui sont justement tellement hard heavy metal, hard / heavy metal, qui sont pas dans le hard rock, mais sont dans le hard rock parce qu'ils sont pas assez élevés pour être dans le trash. Alors, Skid Row, qui était bien chum avec les gars de Pantera, ça paraît parce qu'il y a le tone à la Cowboys. Bref, c'est quasiment du trash, mais en étant du hard rock avec des hooks heavy metal hard rock. Et puis, c'est ça. Moi, le problème avec Slave to the Grind, c'est que justement, il est trop heavy pour le mainstream, puis il est trop heavy pour être du classique hair metal. Fait que c'est ça le problème. Avec le premier, il était juste dans la zone, mais je trouve que Slave to the Grind est trop heavy pour être du hard rock. Ça fait-tu du sens? Oui. Mais c'est quand même un excellent album, surtout la pièce d'ouverture Monkey Business, c'est aussi la pièce Slave to the Grind. Ce qui nous amène à un autre groupe un peu moins connu, mais qui font du hard rock depuis très longtemps.
Je me souviens pas d'où ils viennent, mais ils viennent pas de Los Angeles, mais en tout cas, ils sont demeurés là longtemps parce que c'est là que la scène était. Bref, c'est le groupe Kix. K-I-X. K-I, oui, K-I-X. Caméra ici, ça marche toujours, ça? Oui, right. Alors, Kix sortent, parce qu'ils sont plusieurs, je pense que c'est leur 5e album, mais qui s'appelle, c'est ça, qui s'appelle Hot Wire. Et puis, ce qui est le fun avec ça, ce qui aussi souligne les années 90 et 91, c'est que le hard rock glam avait finalement une production extrêmement, avec beaucoup de gains, beaucoup de puissance au niveau des amplificateurs parce que ben, la technologie était là, la modernisation était là. Alors, fini les low gain Marshall qui étaient plus dans le back, c'est vraiment heavy guitars en avant. Tous les albums qu'on a vus, là, même l'album de Lee Aaron avec Aldo Nova qui fait de la guitare là-dessus, Cooper, bien sûr, Bullet Boys, la guitare était 40, Skid Row, ben, je pense que vous savez déjà, et Kix font partie aussi de cette signature-là de band hard rock avec beaucoup de gains, beaucoup de guitare et aussi beaucoup de hook. Et on avance. Hard rock, toujours une légende. Une autre légende. C'est le Festival des légendes de Webinaire Metal. Alors, le deuxième album avec Zakk Wylde, No More Tears de Ozzy Osbourne, bien sûr, le Madman qui sort son album le plus, je dirais pas le plus soft, parce que ça serait plutôt The Ultimate Sin. Mais le deuxième avec Zakk qui est plus heavy que Jake Ely, mais qui est pas vraiment plus heavy que Randy Rose, mais qui est plus heavy que Randy Rose, parce que Randy Rose est plus bluesé, mais Zakk a une production plus moderne qu'on entend bien sûr sur No Rest for the Wicked et No More Tears, plus de larmes. Et puis, ce qui est le fun avec No More Tears, c'est que là, Ozzy était rendu dans la game, c'est-à-dire qu'il était accepté, tranquillement accepté par le mainstream hard rock metal. Bien sûr, c'est sûr que ça aide quand tu as une tune qui s'appelle Mama, I'm Coming Home, qui aide l'album à se vendre à plusieurs milliers d'exemplaires, millions d'exemplaires. Et puis, c'est ça, fait que Ozzy faisait partie était considéré un grand-père du hard rock heavy metal déjà en 91. Fait qu'imaginez comment il est aujourd'hui. En tout cas, vous connaissez l'histoire. Bref, Monsieur Osbourne, c'est pas mal son plus gros album en termes de hits. On a Hellraiser, qui est une pièce aussi qui a été enregistrée par Motorhead sur leur album 1916. Donc, il y a la version Motorhead, la version Osbourne. On a bien sûr Zombie Stomp, qui est ultra heavy. I don't want to change the world. Mr. Tinker Train. Et bien sûr, la pièce titre. Bref, No More Tears est pas mal mon deuxième préféré. Mon premier préféré, ce serait No Rest for the Wicked. Et collé avec a Blizzard of Oz. Moi, j'aime beaucoup la pochette. Elle est très sobre, très, très simple et très le fun. Ça représente bien Ozzy, puis c'est family friendly fun. Yes! Je fais souvent ça, hein? J'aime bien ça. Ce qui nous amène à encore du hard rock. Alors, les badass, les bad boys du rock and roll. Après Hollywood Rose, on a Guns N' Roses qui ont sorti, bien sûr, Appetite for Destruction, un des albums les plus vendus de tous les temps. Et finalement, un deuxième album, mais pas un deuxième album, mais un deuxième 2.5. Guns N' Roses arrive en été 91 avec Illusion 1 et Illusion 2. Alors, ce n'est pas une illusion. Ils ont sorti 2 disques en même temps. Alors, voilà. Donc, vous connaissez déjà toutes les hits. Oh, il y a quelqu'un qui se log. Salut. Alors, Illusion 1 et Illusion 2. Donc, on a 2 albums ici sortis le même jour. Ça, c'est jamais arrivé dans le monde du hard rock, peut-être dans d'autres mondes avant, mais du hard rock, heavy metal, non. Alors là-dessus, on a combien? On a que 16 plus 14. Wow! 30 chansons. Ben, c'est pas vrai, pour de vrai, il y en a 29 parce qu'il y a Don't Cry x2, ça c'est stupide. Bref, en tout cas, on voit qu'il y a un petit problème de savoir qu'est-ce qu'on fait. On a tellement de tunes qu'on les fait. Hey, c'est avec nous. Yes! Hey, c'est avec nous. Alors, il y a tellement de tunes qu'on ne sait même plus, ils ne savent même plus où couper. Et puis, bien sûr, vous connaissez les hits, comme j'ai mentionné, il y a Don't Cry, il y a bien sûr November Rain, la ultra power ballad à la Queen. Ensuite, on a d'autres tunes plus rock'n'roll, Dust and Bones, Pretty Tied Up, Get in the Ring, Right Next Door to Hell. Une de mes préférées, c'est Back off, bitch! Bref, c'est ça. Et puis aussi, il y avait eu la promotion avec le film Terminator 2, avec la tune You Could Be Mine, featuring Arnold. Alors, c'est ça, c'est déjà 30 ans, cet été, là, 30 ans pour Illusion 1, Illusion 2.
Et puis, bien sûr, on sait qu'est-ce qui va se passer à Montréal ici, et puis on sait qu'est-ce qui va se passer à d'autres endroits. Bref, Guns N' Roses n'ont pas laissé leur place dans l'histoire du hard rock heavy metal. Fait que non seulement ils sortent 2 albums le même jour, mais en plus, ils continuent à brasser bien de la merde. Alors, bon 30e anniversaire, Illusion 1, Illusion 2. Moi, je dirais que je préfère le 1. Il y en a qui préfèrent le 2. Il y en a qui préfèrent le 1. Il y en a qui préfèrent le 2. Moi, j'aime le 1. Question de goût, question de choix. Mais c'est sûr que, tel quel, il aurait pu faire un disque avec toutes les meilleures tunes du 1 et du 2. Parce qu'il y a quand même une couple de fillers là-dessus. Tu sais, c'est sûr que My World puis Coma, là, mais Bad Obsession, là, Civil War, pas mal intouchable, ça. Live and Let Die, pas pire, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Garden of Eden, En tout cas, bref, Guns N' Roses, voilà. On célèbre bientôt 30 ans. C'était les 91, 30 ans de gloire, hard rock. Et bien sûr, comme vous savez, c'est leur dernier album studio complet parce que l'autre d'après, c'était 2008 avec Chinese Democracy, un des plus gros scandales du hard rock. Ouais, l'album qui a coûté 22 millions puis qui a pris 16 ans à faire. C'est le temps d'une gorgée. All right, on continue dans le hard rock. Le plus grand groupe de tous les temps. Non, pas Aerosmith, pas Kiss, pas Led Zeppelin, pas Black Sabbath, pas loin. From Pasadena, California, 2 frères de Hollande, Van Halen. Woo! Mais là, attention, petit spécial, Van Hager. Attention. Alors, en 91, Van Halen, les 2 frères, contre-attaquent avec l'album Fuck! For Unlawful Carnal Knowledge. OK, là, c'est sûr que moi, je suis un fan de Van Halen avec David Lee Roth, Dieu. Mais finalement, avec cet album-là et avec la production de, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de Templeman, on a un son et on a un son. Je sais qu'il y a des musiciens qui m'écoutent présentement. Vous vous rappelez du 51-50? Moi, j'en ai un dans mon sous-sol 7. Ça a commencé avec cet album-là. Les prototypes du 51-50 viennent de l'album For Unlawful Carnal Knowledge, puis la suite, etc. Alors, c'était une nouvelle révolution. Eddie nous a toujours donné de quoi nous nourrir sous la dent avec, bien sûr, depuis 78. Et puis là, avec ça, on step up la game, puis ils deviennent modernes, ils deviennent accurate. Et puis, c'est sûr qu'il y a des tune cheese comme Right Now, mais Pound Cake, Judgment Day, pas celle de Whitesnake, mais celle de Van Halen. Top of the World, Pleasure Dome, puis In and Out. En tout cas, Van Halen sont dans la game, ils reviennent dans la game parce que le Van Hager, avec Sammy Hager, était 51-50, oh, you turn to, mais là, finalement, re-bienvenue dans l'arène Van Halen, le puissant Van Halen, avec un album digne de mention qui célèbre son 30e anniversaire. Ça veut dire aussi, que j'ai mentionné, 30 ans de 51-50. Et pendant ce temps-là, ils répondent bien sûr à David Lee Roth, Divin' Dave. Ah, on a quelqu'un ici qui se branche, Admit. Il y a bien du monde à la messe. Je vous remercie de m'écouter. J'espère que vous aimez ça. Alors, le premier album, pas le premier album, mais le premier album de l'année. Ah, je vous ai eu. Alors, c'est David Lee Roth qui contre-attaque avec A Little Ain't Enough. Alors, album avec Dieu lui-même, Jason Becker, un shredder de Shrapnel Records. Malheureusement, durant l'enregistrement, il est tombé malade et il a eu le ALS, ASL. En tout cas, bref, il est présentement, depuis ce temps-là, en chaise roulante et quadraplégique. Mais dans le temps, c'était un Guitar Hero, Guitar God, et puis il a fait des albums solo. Puis là, il a travaillé avec Dieu lui-même, Diamond Dave, pour l'album que voici. Alors, l'histoire Van Halen continue, parce qu'à chaque fois que Van Halen sort un album, David Lee Roth sort un album. Ou à chaque fois que David Lee Roth sort un album, Van Halen sort un album. Fait que là, avec ces deux-là, ça c'est en janvier, David Lee, puis là, en juin, les 2 frères rétorquent. Puis ils vont faire ça, ils faisaient ça depuis 85-86 avec justement le split. Alors, la chicane continue, et puis si j'ai à choisir entre les deux, c'est sûr que je vais avec Dave. C'est juste demain, il faut choisir à un moment donné. Alors, ça, c'était le hard rock. Une chose bien importante que je voulais vous mentionner dans mon super beau nouveau studio, le News Desk, c'est que vu que j'ai plus de place, je peux maintenant amener des disques, des vrais disques, des longs jeux.
Alors, côté hard rock, on en a vu une coupe là, j'allais dire aujourd'hui, maintenant. Donc, moi, mon préféré, j'en ai un à choisir pour 91 dans les hard rock glam. Ce serait lui. L'album Freak Show de Bullet Boys que j'ai mentionné tout à l'heure ici avec le super boîtier extensible. Alors, ouais, alors c'est ça, c'est mon choix, Hard Rock 91. Le deuxième album de Bullet Boys, Freak Show, avec la pièce, le vidéo single, le THC Group et aussi la pièce Kinky, Talk to Your Daughter. Vous trouvez ça sur le tube ou sinon, vous verrez dans ma page bientôt lorsque je fais la critique qui s'en vient incessamment. C'est le temps d'une gorgée. Oh! La saveur n'a pas de prix. All right. Et là, mesdames et messieurs, c'est le temps de faire un flip vers la musique la plus intense. Non, non, pas le death metal, ça c'est la semaine prochaine. Le thrash metal. Alors, toujours de la même région, de Los Angeles. Ah non, c'est vrai. On va aller un peu plus local. Alors, dans le thrash, 91, ça fait déjà 30 ans. Il y a un groupe que j'ai connu parce que j'ai commencé à aller à des shows en 80. Mon premier show, c'est en 89. Mais des shows locaux en 91. Mais en 91, je suis allé au Rialto, qui existe plus aujourd'hui, qui existe en tant que restaurant, mais avant, c'était un théâtre avec des spectacles heavy metal underground et middle ground. Et puis, j'ai vu un show là-bas, j'ai vu DBC, la tournée Universe, les restants de la tournée Universe, parce que Universe était Admit. Oui, Marie-Jeanne. OK, on se branche, ça marche-tu, là? On a du voir dans la messe, mesdames et messieurs. Bonjour. Alors, je disais, en 91, j'ai vu plusieurs spectacles et puis j'ai vu le DBC. Et puis, en première partie, c'était 6 ou 7 groupes, mais j'ai la liste ici. Je ne l'ai pas avec moi, mais en tout cas, elle n'est pas loin. Il y avait un groupe d'ouverture qui s'appelle Lizard. Oui, Lizard. On t'aime, mais moi aussi, je t'aime, Pete. Puis éventuellement, on travaillera sur ce que je t'en on verra. Alors, Lizard, un groupe trashcore montréalais ou de la grande région de. Et puis, c'est ça. Fait que ça, c'était mon premier mosh pit. Ouais. Été 91, mon premier mosh pit. Fait qu'en tout cas, j'ai eu beaucoup de fun. Ouais. C'est ça, hein? C'est ça le confinement. Marie-Jeanne est marquée. Va te faire couper les cheveux le pouilleux. Alors, ouais, arrêtez de me déranger. Alors, Lizard, ils ont sorti ça en cassette, qui était un démo album cassette. Et puis, je l'ai acheté parce que sinon, ça fonctionne. Et puis, je suis allé au chanteur, puis bien gêné. I like the show, that was very good. Puis, en tout cas, il a fait un autographe sur mon jacket que j'ai en bas ici. Alors, les autres, fait que c'était mon premier mosh pit. Tout le monde se pitchait en avant, puis j'y vas-tu pas? J'ai vu ça dans les vidéos, puis tout. J'y vais. Fait que c'était mon premier mosh. C'est léger, c'est mon premier mosh pit. Puis après ça, il y avait d'autres bands, puis après ça, il y avait DBC. Fait que j'ai flashé sur Universe, puis tout ça. Fait que j'ai eu bien du fun. Fait que cette cassette-là, puis ce groupe-là a de la signification pour moi à cause de ça. Sinon, c'est du trashcore, OK? C'est un peu punk trash, simpliste. Mais ça déménage. Et puis, les gars dans cette band-là ont fait d'autres groupes. Je sais qu'il y en a un ou deux qui a fait Homicide ensuite, qui est un band montréalais. Et puis, c'est ça. En tout cas, j'ai pas fait de spécial. C'est pas un spécial Lizard, mais bref, je voulais juste le mentionner parce que, vu que ça fait 30 ans, c'est ça. Il fallait en parler, puis je suis net. Alors, 30 ans pour Invading Sickness, l'album de Lizard, puis je pense que c'est leur seul, puis après ça, ils se sont séparés. Et puis, ça, ils ont fait d'autres groupes patentes, et puis, moi, c'est une place dans mon petit cœur de rocker. L'autre bord, tu vois, comme ça, oui. Qu'est-ce qu'il veut, là? Pete, qu'est-ce que tu dis? Cassette de l'autre bord? Ouais, elle est du bon bord. OK, bref, ceci dit, là, ma caméra a jammé. Hein. Bravo, ça, c'est du niaisage, cette affaire-là. C'est quoi mon chandail? Oui, mon chandail, c'est SRT, ce qui veut dire Street Racing Technology, un hommage à Mopar, parce que moi, je conduis un Mopar, un Dodge, parce que je suis comme ça. Et puis, oui, c'est ça. Fait que SRT, ça veut dire Street Racing Technology. Et puis, récemment, dans les dernières journées, ils ont annoncé que la gang de SRT, la gang de développement de SRT était absorbée dans le groupe Stellantis. Donc, Stellantis, c'est quoi ça? C'est Fiat Dodge qui est associé avec le groupe Peugeot. Bref, c'est un gros consortium de constructeurs d'automobiles qui contrôle maintenant peut-être 20 ou 25% de toutes les voitures vendues autour du globe. Fait que moi, je suis un Dodge, fait que moi, je supporte SRT et puis la
La marque Mopar. Ouais, vroom, vroom. Ah. Ouh. Fait que là, ma deuxième caméra a jammé. Ça, c'est bien le fun. Fait que bougez pas, regardez, qu'est-ce que je vais faire. Ah non, c'est vrai, je peux pas faire ça. Je peux-tu faire ça? Non, je peux pas faire ça. Hein. Fait que là, quand j'ai un sacrifice. Ouais, on est fourré, c'est ça le live, hein? En tout cas, on continue pareil. Trash Metal, hein, je t'ai rendu. OK, un autre album. On s'en va en Suisse. Pourquoi? Parce que ça me tente. Album numéro 4 du groupe Coroner, le groupe préféré à Sylvain Latour, mes bons amis. Alors, Coroner, ah non, c'est vrai, ça marche pas. Alors, Coroner, l'album Mental Vortex, un album génial, côté sonore, sonorisation, et côté exécution, bien sûr. J'ai souvent parlé sur ma page et dans mes critiques de smart thrash metal, donc de metal thrash intelligent, donc de musique clean et progressive avec une production cutting edge. Alors, ça, c'est un exemple parfait. Donc, la Suisse nous produit les meilleures montres sur la planète et aussi un des meilleurs bands thrash metal, Coroner, qui fait suite, bien sûr, à Celtic Frost, et eux qui sont des dieux. Coroner, c'est aussi d'autres dieux. Alors, tout ce qui vient de la Suisse, c'est des dieux. Voilà. Alors, Coroner Mental Vortex, qui se fête aussi 30 ans cette année. Bravo, bravo. On va traverser l'Atlantique, puis on revient à Los Angeles pour fêter un autre 30e anniversaire. Le troisième album complet, le quatrième album complet, excusez-moi, du groupe de Los Angeles, pas Slayer, non, l'autre, Dark Angel, avec l'album, ça marche-tu, ça? Non, ça marche pas. Avec l'album Time Does Not Heal, qui inclut bien sûr à la percussion M. Gene Hoglan, qui était plus populaire après, avec les 28 autres projets et bands auxquels il a fait partie de. Et puis, Time Does Not Heal, c'est aussi du trash intelligent. Légèrement progressif avec une dose de brutalité au niveau sonore. Puis aussi, ouais, Dark Angels sont supposés être revenus, c'est-à-dire réunis, mais là, on ne sait jamais. Là, ça fait comme 4-5 ans qu'ils disent que we're back, we're not back, we're back, we're not back. En tout cas, qu'ils soient bareback ou non, en tout cas, on patiente. Ce qui nous amène, on va retraverser les États-Unis, on va aller dans la zone new-yorkaise pour aller vers l'autre Big Four, le Big Five, 5, 6. Alors, après le Big Five, il y a la suite. Et puis moi, selon moi, un de ces groupes-là qui devrait être dans le Big Five serait le suivant. On parle du groupe Overkill. Overkill de New Jersey. C'est ça. Alors, l'album Horoscope, 791. Joyeux anniversaire, joyeux 30e. L'excellent, l'indestructible et destructible Horoscope. Avec cet album-là, ça fait suite, bien sûr, à leur album The Years of Decay, qui était vraiment le début encore du trash intelligent, qui gardait toujours une agression de la rue, mais avec une meilleure production. La meilleure production est ici. Et puis, ce qui est le fun de cet album-là, c'est qu'il y a deux guitaristes. Alors, bienvenue Rob Canavino et Merritt Gant. Donc, ça rajoute une autre dimension. C'est sûr que je suis fan du old school avec Gustafsson, puis le son DIY plus street. Mais là, avec Horoscope, on rentre dans une nouvelle game, puis malheureusement, ça n'a pas duré très, très longtemps parce qu'il y a un autre roulement de line-up dans les prochains albums à venir. Mais Horoscope est la pièce angulaire, la pierre angulaire pour Overkill. Le début du nouveau Overkill qui allait se moderniser de plus en plus, puis il y en a 2000 avec les excellents albums, comme justement Bloodletting en 2000, l'année 00. Overkill, album numéro 5. 4 ou 5, en tout cas, ma liste n'est pas là, mais Horoscope, Intouchable. Et parlant d'album, on va rester dans le West Coast, dans le East Coast, excusez-moi. Alors, d'autres amis, des amis d'Overkill, des amis d'Anthrax, des amis de Nuclear Assault, dans la grande région new-yorkaise, on a le groupe, Coma, excellente pièce, on va l'écouter tout à l'heure. On a l'excellent groupe Prong, qui existe depuis un certain bout de temps. Et avec l'album ici, Prove You Wrong, qui fête son 30e anniversaire, lui aussi, cette année. Félicitations pour un groupe incroyable qui est resté underground toute leur vie, malgré qu'il était signé sur un major, Epic Records, donc Sony Music, finalement. Prong ont toujours été en arrière du radar à cause qu'ils n'étaient pas assez élevés pour être total trash. Et puis qu'il n'y avait pas un look badass, il était plus progressif, des fois une touche funky, justement, qui est sur cet album-là. Et ensuite, la touche alternative, la touche industrielle, excusez-moi, qui allait arriver avec des albums
comme Rude Awakening et puis l'autre après. En tout cas, j'ai un blanc de mémoire, mais vous savez c'est lesquels. Bref, le début est avec lui. Pas le début, mais c'est pas mal leur summum ici. L'album Prove You Wrong, avec bien sûr le hit Unconditional et puis la pièce aussi. Alors, un excellent album qui fête encore son 30e 30 ans, Prong existe encore. Ben, en tout cas, semi encore. Le guitariste Tommy Victor est présentement membre de Danzig, donc c'est lui qui fait les guitares pour Glenn Danzig. Et on reste toujours dans la grande région new-yorkaise, hein, pourquoi pas, tant qu'à y être, avec un groupe qui a encore 30 ans, le chiffre magique. Il y a 30 ans, ce groupe-là était encore un groupe DIY punk. Mais là, avec le premier album qui allait changer la game et surtout l'album numéro 2 qui allait être ensuite en 93, Bloody Kisses, on a le groupe Type O Negative. Type O Negative qui sort de Slow, Deep and Hard, qui vient de la rue. Alors, c'est là qu'on voit que c'est le racine New York hardcore, mais, on voit aussi beaucoup d'influence Black Sabbath, bien sûr. Alors, des Pulse Speed, Pulse Doom, Pulse Speed. Puis là, ils font des longues tunes de 10 minutes. Alors, on voit déjà que le pattern est déjà là au premier album, puis ce qui allait bien sûr se perfectionner sur Bloody Kisses et être en pleine explosion sur leur album ultime, October Rust. Mais le tout a commencé ici avec Slow, Deep and Hard, qui inclut quelques tunes plus hardcore. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la pochette, c'est une graine qui rentre dans une plate. Et là, on va traverser l'océan pour aller, mais on traverse pas l'océan pantoute, on va descendre en bas, on s'en va au Brésil. Wouh! Où est-ce qu'il fait soleil? Ah, là, j'ai soif. Oh, man! On s'en va au Brésil pour aller voir Sepultura. Under Pale Grey Sky. They did arise. Alors, 30 ans pour Arise, 1991, l'album ultime. Moi, je préfère Schizophrenia puis Beneath the Remains, mais on s'entend que Arise et Chaos AD sont quand même indétrônables et intouchables. Ça, c'est le long box, OK? Il y a un CD en bas ici, puis ça, c'est du carton. Ça, c'est avant, quand il y avait les disques vinyles. Hein? Les disques vinyles, c'est gros comme ça. Fait que vous voyez, c'est la même grandeur. Fait que dans les racks, quand les vinyles ont été enlevés du marché, puis qu'ils ont commencé à vendre des disques compacts, ils ont mis ça dans le rack parce qu'ils ne voulaient pas se faire voler. Alors voilà, ça, c'est un long box. J'en ai une coupe comme ça, puis moi, je trouve ça bien le fun. Puis c'est seulement aux États-Unis que ça a eu cette petite mode-là pendant à peu près 2 ou 3 ans. 89, 10, 11, 12, et puis that's it. Bref, c'est le long box de Arise. Il est encore scellé, il est neuf, je ne l'ai pas ouvert. J'en ai acheté plein d'autres depuis ce temps-là. Mais ça fait que j'ai lu. Alors, l'album, oui, bien sûr, l'album, c'est une production, bien sûr, signée par Scott Burns, Monsieur Floride, Monsieur Tampa, bien sûr, Monsieur Morrisound, qui a produit 88% de tous les albums death metal dans cette période-là et qui était bien sûr partenaire avec les gars de Sepul. Alors, ils ont fait ça. Et puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils commençaient avec Arise à toucher pas le mainstream, mais le mainstream dans le thrash underground. Donc, les fans de Slayer commençaient à écouter, les fans de Pantera commençaient à écouter, les fans de Megadeth commençaient à écouter. Donc, tout ce qui était trash, qui était moins trash, les fans allaient vers de quoi qui était avant underground, qui est devenu le nouveau mainstream. Et ils vont continuer ensuite avec Chaos CD et ensuite avec un autre album qui allait changer la game une autre fois, Rhodes. Mais le tout a commencé pas mal avec Arise parce que Beneath est trop underground puis Arise est juste dans la zone. Alors le voici. Alors bon, 30 ans, hein, oui. Alors il y a Dead and Bionic Cell, il y a Desperate Cry et bien sûr une de mes préférées, une Fatal Voice et bien sûr la pièce titre avec le vidéo agressif. 30 ans. Et pour finir, non, pas pour finir, pour avant finir. Dans le trash, en 91, en été, qu'est-ce qui s'est passé en août 91? Le plus grand album, le plus gros album, en tout cas en termes de vente, c'est sûr, de thrash metal est sorti. C'est l'album, ah, le voici. C'est l'album noir. Oui, bien sûr, l'album noir de Metallica. Donc, Metallica, l'album éponyme. C'est vendu à 32 milliards d'exemplaires. J'en possède 56. Et puis, bon, vous connaissez bien sûr toutes les tunes. Vous connaissez Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven. Et bien sûr, la super ultra Bon Jovi Power Ballad, Nothing Else Matters. Alors, c'est sûr qu'on en a parlé longtemps. J'en ai parlé longtemps, puis on va continuer à en parler très longtemps. Si ça n'aurait pas existé et ça aurait été trash, méchant, est-ce que la game aurait changé pareil?
Probablement que oui, ou peut-être que non, mais bref. Après ça, tout le monde voulait être comme ça parce que tout le monde voulait vendre autant que ça. Ben, surtout les compagnies de disques voulaient avoir leur Metallica. Alors, ça a changé de la game. Metallica était déjà, s'il avait fait un Justice 2, ça aurait été parfait. Mais ils ont fait l'inverse. Justice est très technique, très froid, très calculé. Ceci est très calculé, mais avec un liveliness, un groove et une production ultra propre pour la radio FM et bien sûr MTV, Musique Plus, Punch Music, etc. Alors, c'est l'anti-underground, puis c'est le pro-mainstream pour le heavy metal, bien sûr. Mais déjà, il commençait à être featured, excusez-moi mon anglicisme, dans plusieurs émissions de musique généraliste. Alors, Metallica faisait leur entrée dans le rock normal avec tous les gros groupes de rock normaux et habituels. Fait que ça a commencé avec ça, c'est des choses qui arrivent, et puis bon, ainsi va la vie, hein, comme on dit. Excusez. Allô? Ouais, ben, je fais un show, là. Ouais, Black Album, je viens de le mentionner. Ah, trash puis hard rock. Mais qu'est-ce que vous voulez, là? Vous voyez bien que je suis en onde? Uh-huh. Ouais, ouais. Webinar Metal, avec un W. Ah, je sais que c'est là le nom. OK. Parfait. Je ne rappelle plus jamais ça. Merci. Au revoir. Pas évident, hein? Je t'ai rendu où, moi? Ah oui, Trash Metal. Merci. Alors, bon, un autre groupe Trash Metal, ben là, on va revenir de façon locale au Québec. Parce qu'il se passait des affaires ici. Ah oui, et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Ben, il se passait de quoi? À Jonquière. Fait que l'explosion voivodienne en 84 qui nous a donné, j'allais dire Power and Pain, War and Pain et ensuite Roar, Dimension Atroce et Killing Technology, mais à l'inverse plutôt. Et ensuite Nothing Face, qui est mon préféré, arrive en 91 avec Angel Rat. Angel Rat, qui est l'album le plus léger de Voivode, le plus rock de Voivode, le plus alternatif rock de Voivode. Bref, le méchant était plus là. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est des expérimentations. Moi, j'aime bien l'album. Je les ai connus avec Nothing Face, puis ensuite j'ai eu lui, puis ensuite j'ai reculé dans le temps. Alors, celui-là est très léger. Alors, c'est sûr qu'il y a deux types de fans. Des fans qu'ils ont connus en 85 avec Ripping Headache, puis il y a d'autres fans qu'ils ont connus avec ça, avec Clouds in My House. Moi, je fais plus partie de cette gang-là. Fait que ça que pour moi, c'est plus acceptable d'avoir ça parce que j'ai connu le moins heavy, puis j'ai connu le heavy après. Et versus l'inverse. En tout cas, 30 ans de Angel Rat. Aujourd'hui, comme bien des affaires, tout ce qui est Voivode, anyway, c'est rendu un classique. Ça vaut super cher, les CD, les cassettes, puis les longs jeux. Mais dans ce temps-là, il y a eu beaucoup de critiques, justement. C'est c'est un peu trop léger, c'est un peu trop sold out. Hein? Ainsi va la vie. Moi, j'ai une petite anecdote ici. Ça, c'est le single, le single, justement, Clouds in My House. Donc, quand un label, mais un major label, MCA, font des singles avec des tunes de Voivode comme Clouds in My House, version remix, c'est parce que, justement, Voivode était rentré dans la grosse machine de faire un vidéo, puis faire des singles, puis vendre ça, essayer de vendre ça. Alors, c'était un nouveau tournant pour eux, pour essayer justement d'attiser le marché américain qui changeait, parce qu'après l'album qu'on a vu, là, l'album noir, tout allait changer. Alors, bon, ça fait partie d'un changement du trash qui était méchant au moins méchant. Hein? Alors, voici pour le trash metal. Alors, et puis moi, oui, moi, bien sûr, moi et moi-même, et vous. Mon album préféré de 91, lequel est-il? On en a vu plusieurs, il y en a d'autres, mais dans la soirée, lequel est-il? Le voici, le voilà. The New York Horoscope, oui! Alors, Horoscope, comme j'ai mentionné, album fantastique d'Overkill, le son, le groove, deux guitares, la tune Coma, comme j'allais dire Vincent Fiesta, mais Maxime a dit. La tune Infectious, la groove, ouais, le groove, Thanks for Nothing, Bare Bones, bref, l'album Horoscope, incroyable. Ce serait mon choix dans le trash de 91. Oui, je l'aime. Il est incroyable, il est heavy, bonne production, deux guitares, gros riff. Down tune,
Fantastique. Alors, l'album Horoscope, bon 30 ans, je vous aime. Et en parlant, tout à l'heure, je parlais de Voivode et de scène locale. Wow, attention, Voivode, scène locale, donc on reste au Québec, un petit 2 minutes. Il y a aussi un autre 30 ans qui se célèbre. Il y a 30 ans, sortait cette explosion. Monsieur François Pérusse avec l'album du peuple, le tome 1, bien sûr. Donc, ça fait très bien. C'est bon 30 ans. Donc, premier album, il y en a eu plusieurs, bien sûr, avec ben des niaiseries. Alors, ça a meublé ben des conversations. Puis encore, la plupart de ces sketchs-là sont des punchlines aujourd'hui. C'est un peu comme les RBO et etc. de cette génération-là. Ben, ma génération, notre génération, votre génération. C'est des one-liners qui restent longtemps. Alors, 30 ans pour le tome 1. Mm-hmm. Et ensuite, une autre affaire, on célèbre le 30 ans du groupe Collage. Collage avec le hit et l'album Hasta la Vista. Ça, c'était l'album qui était sorti au nom de Collage. Collage, c'est la réédition quelques mois plus tard avec la pochette avec la fille puis les deux goons. Donc, il y en avait un de moins. Et puis, j'ai aussi le single Hasta la Vista avec des versions Club Mix et Rio Mix. Pourquoi j'ai ça? Ben, parce que j'aime ça collectionner les disques et puis j'ai plein des patentes dans mon sous-sol. Bref, 30 ans de Collage et Hasta la Vista. Hey! Incroyable. Incroyable, incroyable. Et c'est le temps des célébrations. C'est toujours ça ici au webinaire, c'est le temps des célébrations. Alors, demain en Amérique, il y a 25 ans de cela, nous célébrions un anniversaire d'un album qui allait changer la game encore une autre fois. C'est plate que ma deuxième caméra. C'est sérieux, là, je suis... OK, alors il y a 25 ans, on va-tu l'ouvrir, mon poster? Il y a 25 ans, nous célébrions la sortie de, demain, ce soir à minuit, Roots, Bloody Roots! Alors, je parlais de Roots tout à l'heure avec Arise, donc, c'est ça. Alors, Roots, on va fêter 25 ans, hein, imaginez-vous. Alors, voilà, voici mon petit poster qui a 25 ans, puis j'ai bien des patentes. En tout cas, je vais mettre une photo à soir à minuit et une, parce que vous me connaissez. Alors, album qui a changé la game, parce que c'est un son différent, c'est un groove différent. Et puis, bien sûr, Sepultura sont rentrés dans une autre game. Donc, après Arise et Chaos AD, ils ont fait ça avec un super prod, des guitares ultra grasses, un drum ultra headroom, et puis des sons tribales brésiliens qui viennent justement changer la game dans le thrash metal, le stick. Alors voilà. Alors, bon anniversaire ce soir à minuit, Roots. Et puis, bon, cool. Ceci dit, c'est complété. Alors, mesdames et messieurs, je désire vous remercier chaleureusement de m'avoir syntonisé ici même. Je vous invite à faire votre pèlerinage sur ma page YouTube. Le lien va être dans la barre d'infos. Je vous rappelle que Webinaire Metal avec moi-même, Mike TMG, sera de retour la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et le sujet de la semaine prochaine, à vos papiers et vos crayons, c'est la suite, bien sûr, 1991, 2021, 30 ans de gloire, part 2, alternatif et death metal. Outro song. Make heavy metal great again. Merci, je vous reviens.